Nous poursuivons donc avec la visite de la basilique Saint-Pierre que vous allez donc découvrir avec nous. À très vite. Chers amis, bonjour. La célèbre basilique Saint-Pierre, telle que nous la connaissons aujourd'hui, telle que nous la visitons aujourd'hui, n'a pas toujours été comme ça. En effet, lors de sa reconstruction, à partir de 1506 sous le pontificat de Jules II, chantier qui sera poursuivi par les papes Léon X et puis jusqu'au pape Innocent X au XVIIe siècle, cet énorme chantier qui a duré plus d'un siècle. Eh bien, lorsque nous arrivons au début du XVIIe siècle justement, la basilique, premièrement, avait un plan en croix grecque qui était issu du projet de Bramante et de Michel-Ange principalement. Mais voilà qu'en 1602, la papauté décide de nommer à la tête de ce chantier le grand architecte qui fait la transition entre la Renaissance et le baroque, Carlo Maderno, qui devient donc l'architecte en chef de ce chantier. Et voilà que nous sommes dans les lendemains de la clôture du Concile de Trente, en 1563, et on décide de transformer la croix grecque en croix latine. On demande donc à Maderno et à ses collaborateurs de prolonger la nef principale dans l'axe de l'actuelle place Saint-Pierre, de 2 travées, et de rajouter aussi un narthex, c'est-à-dire un porche, ainsi que la façade telle que vous la connaissez tous aujourd'hui. Mais surtout, ce qu'on a beaucoup de mal à imaginer aujourd'hui, alors qu'on a l'impression tous que cette basilique est le prototype même de l'art baroque romain dans l'état présent, en fait pas du tout, c'est un chef-d'œuvre de la Renaissance à Rome, lequel a été baroquisé, quant au décor en tout cas, progressivement dès les années 1620-1625 à peu près, c'est-à-dire au moment où naît le baroque de manière générale à Rome. Alors en effet, la basilique était toute blanche intérieurement. Les voûtes à caissons à la manière antique, dans l'esprit donc vraiment de la Renaissance, étaient toutes blanches, dont la basilique devait être extrêmement austère, devait être complètement dénudée, elle devait paraître vide et même glaciale. Il y a une église d'ailleurs que l'on pourrait comparer à l'état de la basilique Saint-Pierre à cette époque et qui, elle, demeure encore à ce jour dans son état initial, à cette manière-là. Il s'agit de l'église de Sainte-Marie de Carignan à Gênes, laquelle est une sorte de basilique Saint-Pierre en réduction, tout au moins intérieurement, avec encore son plan en croix grecque, les voûtes et les piliers tout blancs, comme la basilique Saint-Pierre dont l'était initialement. Alors, dans les lendemains de ce chantier mené par Maderno, et puis surtout dans les lendemains de la consécration de la basilique qui a été faite par le pape Urbain VIII Barberini le 18 novembre 1626, de 2 jeunes artistes qui faisaient partie donc des jeunes élèves et collaborateurs de Maderno, à savoir Le Bernin et aussi Borromini, vont être chargés de décorer justement, d'embellir, d'enrichir l'intérieur de la basilique. Plus particulièrement Le Bernin, qui très vite va être à la tête d'un fabuleux atelier, à la fois de sculpture et également d'architecture à Rome. Alors, progressivement, tous les piliers de la basilique, les murs, les voûtes, vont se recouvrir partiellement de feuilles d'or, de sculptures en marbre polychrome, véritable marqueterie de marbre d'ailleurs dans certains cas, de bas-reliefs, de hauts-reliefs, bref, de merveilles qui vont donner à la basilique la richesse, la beauté, l'éclat que nous lui connaissons aujourd'hui. Mais je voudrais, chers amis, vous présenter rapidement 2 œuvres qui appartiennent vraiment à l'art du Bernin et qui sont parmi les grands chefs-d'œuvre de la Rome baroque de cette époque, et que l'on trouve donc dans cette basilique Saint-Pierre. D'abord, le baldaquin. Ce baldaquin a été réalisé par Le Bernin, mais aussi
partiellement par le jeune Borromini, surtout pour les parties hautes du baldaquin, entre 1624 et 1633. Une œuvre monumentale qui pèse une soixantaine de tonnes, qui mesure 29 mètres de hauteur. Urbain VIII, qui en est le commanditaire, a demandé au Bernin que ce baldaquin puisse permettre au premier coup d'œil, lorsque les pèlerins pénétraient dans la basilique, de repérer l'emplacement de l'autel papal, lui-même en aplomb du tombeau du prince des apôtres, Saint Pierre. Il faut reconnaître que dans l'immensité de cette nef de plus de 200 mètres de longueur, les pèlerins devaient être perdus. Mais où donc se trouve l'emplacement du tombeau de Saint Pierre? Donc le baldaquin allait permettre de rattraper cet inconvénient. Fabuleuse construction de bronze, avec des décors extraordinaires, de feuillages, d'abeilles, symbole des Barberini, et de tant d'autres détails encore. Et enfin, au fond de la basilique, dans l'abside, ce qu'on appelle la chaire de Saint-Pierre. La chaire, c'est en fait une prestigieuse relique. La tradition nous dit que c'est le siège de bois, autrement dit la cathèdre, le trône véritable, dans lequel Saint-Pierre lui-même, premier évêque de Rome, a siégé lui-même dans ses fonctions. Alors, cette relique était en très mauvais état au début du XVIIe siècle, et c'est un successeur d'Urbain VIII et d'Innocent X, Alexandre VII, qui a demandé au Bernin de réaliser un monument exceptionnel pour conserver et mettre en valeur cette chaire. Donc c'est en fait cette chaire en tant que telle qui a véritablement la forme d'une chaire, d'une cathèdre monumentale, soutenue par 4 docteurs de l'Église, d'Occident, Saint Ambroise et Saint Augustin, et 2 docteurs de l'Église d'Orient, Athanase et Chrysostome. Ils soutiennent donc cette chaire, dans laquelle d'ailleurs jadis, lors de cérémonies particulières, les papes pouvaient venir donc s'asseoir, et le tout surmonté par la gloire que vous connaissez tous. Cette gloire qu'il a fallu réaliser de manière monumentale pour qu'elle puisse être vue de très loin par les pèlerins. Il y a au centre donc un vitrail figurant le Saint-Esprit pénétrant dans la basilique, et autour de ce vitrail du Saint-Esprit, toutes les légions angéliques qui semblent, avec beaucoup de dynamique, pénétrer également dans la basilique. Tout cela est un fabuleux travail de stuc recouvert de feuilles d'or, probablement sur une structure métallique pour renforcer le tout, et on ne dira jamais assez combien ce qu'on appelle aujourd'hui communément la gloire du Bernin, au fond de cette basilique, a eu un retentissement dans l'Europe entière. Retentissement fabuleux. Et je vous donne juste un exemple. À l'extrême fin du XVIIe siècle, dans les États du Pape, mais côté Provence, aux portes du royaume de France, dans la capitale du comtat venessin, Carpentras, dans la cathédrale de Carpentras, et bien dans le chœur, on a réalisé à la fin du XVIIe une gloire très proche de celle-ci, bien sûr à échelle réduite. Mais c'est vous dire l'impact, et on pourrait en citer beaucoup d'autres, qui mériteraient d'ailleurs d'être recensés et largement étudiés. Voilà donc, chers amis, ce que je voulais vous dire, vous communiquer sur cette basilique Saint-Pierre qui renferme par ailleurs de prestigieuses reliques, mais la plus importante étant tout de même cette colonne de l'Église à la suite du Christ, à savoir les ossements, le tombeau du prince des apôtres, Saint-Pierre en personne. À très bientôt, merci. Oui, à Saint-Pierre de Rome, on prend véritablement conscience de ce fondement de l'Église, cette union du Christ et de son Église qui a voulu la fonder d'abord sur Pierre et puis sur tous les souverains pontifes qui vont suivre dans cette merveilleuse succession apostolique qui a permis à l'Église catholique de perdurer pendant déjà plus de 2000 ans grâce à ces colonnes, grâce à ces fondements que sont les souverains pontifes et les saints que nous allons découvrir dans une prochaine vidéo. Nous vous invitons donc à rester connectés pour découvrir la prochaine vidéo, la vidéo numéro 5 sur la basilique Saint-Pierre, qui sera menée par Francesca. Arrivederci da Via Sacra!
A presto!